En français. Je voudrais commencer en tant que président du comité des tutelles par déjà féliciter toute l'équipe du GIS pour le travail qui a été réalisé. Alors le GIS, il n'est pas apparu comme ça, brutalement. C'était pas le Big Bang dans le domaine de l'autisme et des troubles du neurodéveloppement. En fait, le GIS, c'est la filiation directe d'un réseau autisme qui avait été mis en place par Catherine Barthélémy et Marie-Louise Kemmel à l'ITMO Neurosciences. Un certain nombre d'entre vous faisaient partie de cette structure, de ce réseau. Mais avec le comité des tutelles, on se félicite vraiment, on vous félicite pour tout le travail qui a été accompli, c'est-à-dire qu'on est passé d'une 50aine d'équipes à quasiment 130 équipes. C'est un effort considérable pour structurer la communauté française. Le deuxième point, c'est que ce réseau a rempli les objectifs qui étaient fixés par la stratégie nationale, à savoir d'ouvrir les champs disciplinaires. C'est vrai que dans le réseau qui avait été monté, il y avait des biologistes, quelques médecins qui s'amusaient à se retrouver, à discuter sciences entre eux, et l'objectif, c'était vraiment d'accueillir d'autres personnes, des personnes venant du champ des sciences humaines et sociales, d'impliquer les personnes concernées, et tout ça, je crois que ça a été fait avec une énergie incommensurable par Catherine, par Pierre Gressens, par Paul Olivier et puis par Valérie Maillard, qui ont vraiment pris à cœur de faire progresser le GIS. Et puis le GIS, on l'a entendu tout à l'heure, certes on est un très grand pays, la France, mais le GIS n'est pas resté fermé sur lui-même, on n'est pas resté franco-français, et le GIS a eu pour ambition d'aller à l'international avec des succès en termes de financement. Et en particulier, vous l'avez vu ce matin, ça a été illustré avec un succès très très fort, l'appel d'offres Eranet Neurone, qui est représenté par l'ANR pour la partie française, mais ce sont 27 organismes de financement à l'international qui lancent ce type d'appel d'offres. Donc vous voyez que quand on réussit à faire travailler une communauté ensemble, avec pas énormément d'argent, j'espère qu'il y en aura plus tard, mais avec pas beaucoup d'argent, finalement on réussit à stimuler les gens et ils sont capables d'aller chercher de l'argent à l'Europe. Donc ce que disent certaines personnes médisantes, c'est que les Français sont pas bons à l'Europe, c'est pas vrai du tout. Lorsque les Français sont organisés, non seulement ils réussissent à avoir de l'argent à l'Europe, mais en plus ils réussissent à coordonner des projets européens. Et ça, je pense que la dynamique du GIS a vraiment permis de mettre ça en place dans votre communauté. Donc bravo pour tout ça, vraiment au nom de l'ensemble du comité institutionnel. Donc je tenais à vous féliciter. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un tour de table avec les différentes tutelles. Alors, il y a un siège qui est vide, qui est celui de Philippe Vernier pour le CEA. C'est vrai qu'il est en dehors de Paris. La situation en termes de transport est juste catastrophique. J'espère qu'il pourra nous rejoindre, mais c'est pas garanti. Donc, je vais passer successivement la parole à Jean-Louis Vercher pour le
le CNRS, à Joël Doré pour l'INRAE. Peut-être pour commencer, qu'il se présente et puis tout de suite qu'il nous dise un petit peu qu'est-ce qu'il pense de ce GIS, hein, en fait. Ce que je vais vous demander, c'est de faire ça ou ça en quelques mots, c'est-à-dire est-ce que vous pensez que la communauté a bien travaillé ? Merci Étienne. Donc, je suis Jean-Louis Vercher, je suis directeur de recherche au CNRS. Je m'intéresse à des problématiques de lien entre les fonctions cognitives et les fonctions sensorimotrices au niveau du comportement humain, chez les adultes plutôt, et en ayant mis un focus très souvent sur des problématiques de mécanismes de contrôle de la perception et du contrôle de la motricité. Chez l'humain, on va dire normal, entre guillemets, et on a souvent utilisé dans l'équipe des déficiences sensorielles, alors plutôt des déficiences du type vestibulaire, proprioceptive ou visuelle, pour mieux comprendre ces mécanismes d'intégration entre la cognition et la sensorimotricité. Mais je suis là en fait dans une autre fonction, puisque je suis chargé de mission auprès de Bernard Poulain, qui aurait dû être là à ma place, mais qui n'a pas pu venir et qui m'a demandé de le remplacer. Bernard Poulain, qui est directeur adjoint scientifique au CNRS, à l'INSB pour les neurosciences, et qui partage avec Étienne la charge de diriger l'ITMO Neurosciences. Voilà, donc on aura peut-être l'occasion de un petit peu développer tout ça. Donc ce que je pense de ce que j'ai entendu aujourd'hui, bon, je ne suis pas spécialiste de l'autisme, bien sûr, donc j'ai un regard un petit peu décalé par rapport à ce que vous faites. J'ai vraiment été emballé par ce que j'ai entendu, à la fois sur les exposés scientifiques, mais aussi sur tout le travail de structuration qui a été fait avant ces 3 ans déjà, mais particulièrement pendant ces 3 ans, pour structurer et dynamiser une communauté et mettre en place effectivement quelque chose qui va être important, c'est cette communication entre les différentes disciplines qui s'intéressent à ces problématiques. Donc Étienne me demandait s'il fallait lever le pouce ou le baisser. Moi, les 2 pouces. Merci Jean-Louis. On va passer la parole tout de suite à Joël Doré pour l'INRAE. Joël Doré, donc je suis directeur de recherche INRAE. J'ai fait toute ma carrière sur le microbiote intestinal, donc je suis un petit peu l'avocat des microbes dont on n'a pas trop parlé aujourd'hui encore. Sinon, INRAE travaille bien sûr sur toute la chaîne de valeur qui va du champ finalement, de la production agricole à l'alimentation jusqu'à la santé humaine, en prenant en compte les interactions très importantes qui existent entre les différentes composantes au niveau de la planète en fait. Et ce que je voudrais dire, c'est que je voudrais remercier en fait Paul, Pierre Gressens et puis Catherine pour m'avoir permis de représenter l'INRA. Je vais passer la main en fait à ma collègue Sophie Laillé dans la suite du développement et qui représentera peut-être encore mieux que moi en fait l'aspect nutrition et neurologie et les liens entre les deux. Et je suis franchement très impressionné et j'ai envie de dire à chaque fois en fait, puisque j'ai pu participer plusieurs fois à ces événements, par les progrès qui sont faits. Également, ce que j'ai envie de dire, c'est que la science fait des progrès, ça va jusqu'à la société, donc c'est vraiment important. Peut-être que sur cet aspect-là, on a encore mieux à faire pour faire en sorte que la partie capitalisation sur la connaissance scientifique vers le développement, vers la prise en charge par des startups, par exemple, soit encore mieux, encore plus forte. Et puis, il y a encore beaucoup à faire, en fait. Et je pense que c'est bien qu'on soit là pour partager sur cet état des lieux et également 2 pouces vers le haut, sans problème. Merci. Tiens, on va continuer tout de suite avec toi. Tu nous as tendu une perche avec le microbiote. On n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, en fait, du microbiote. Est-ce qu'il faut qu'on embarque la communauté du GIS sur une recherche microbiote ? Est-ce qu'il y a un intérêt ? Et puis, je vais poser une question très mal polie, mais provocatrice. Finalement, qu'est-ce que l'INRAE fait dans le GIS ? Alors, faut-il aider ces communautés à travailler plus ensemble, parce que c'est vraiment ce dont on parle. Ma réponse est oui, alors 100 fois oui. Bien sûr, je suis un peu biaisé parce que je suis l'avocat des microbes, comme je l'ai dit, mais je ne veux surtout pas laisser penser, cependant, que la gestion du microbiote pourra un jour guérir les troubles du neurodéveloppement. Par contre, j'ai envie de dire qu'une prise en compte du statut microbien de l'humain, parce que c'est vraiment ce dont on parle, on est microbien, on interagit avec 50 000 milliards de bactéries et bien d'autres microbes, en fait, en permanence.
pour nos 50 000 milliards de cellules humaines à peu près. Donc du coup, on est autant microbien qu'humain de ce point de vue-là. Et cette interaction, elle est vraiment essentielle dans la santé en général et dans la santé mentale en particulier. On entend parler de l'axe intestin-cerveau et ça veut dire beaucoup. 15 à 30% des personnes, par exemple, en population générale, souffrent de symptômes intestinaux. C'est plus de 50%. Dans l'autisme, dans les troubles bipolaires, dans la schizophrénie, dans la dépression. Et cette donnée épidémiologique, elle nous indique que la gestion des symptômes intestinaux pourrait être très importante, à minima, avec le potentiel d'améliorer la qualité de vie des personnes et potentiellement d'améliorer la réceptivité dans la prise en charge, qui soit éventuellement même seulement la prise en charge ou la prise en charge principalement comportementale. La gestion des symptômes, elle doit intégrer le microbiote, mais également un grand nombre de paramètres de l'hôte, en fait. Et on parle avec des collègues de l'INSERM, mais c'est vraiment la perméabilité, c'est l'inflammation, c'est le stress oxydant, dont l'altération accompagne l'altération du microbiote et probablement ces paramètres s'entretiennent les uns les autres. Alors on y travaille activement, à la faveur notamment du lancement le 15 septembre dernier d'un grand projet qu'on appelle le microbiote français, le French Gut, et qui est un projet qui vise à recruter en population 100 000 volontaires résidents français dont on va mettre en regard le microbiote et leurs habitudes de vie, leurs habitudes alimentaires dans un contexte d'open science. Et en fait, ça veut dire qu'on va pouvoir inclure énormément de volontaires en bonne santé, mais également de patients. Et on travaille avec ça, avec des réseaux cliniques pour établir des projets ancillaires, en fait, et avec deux priorités. Une priorité intestinale, les troubles fonctionnels intestinaux et quelques cancers intestinaux, et une priorité sur le volet troubles mentaux, maladies mentales, et via notamment la construction d'associations avec les centres experts de la Fondation fondamentale qui possèdent déjà des bases de données vertigineuses sur les paramètres qui concernent les patients. Donc oui, et on avance. Mais ça, c'est formidable en fait, parce que ça veut dire qu'on pourra avoir un projet ancillaire sur troubles du neurodéveloppement. Et est-ce que ces énormes bases de données, j'ai compris qu'elles étaient ouvertes, et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire avec la communauté du GIS, et est-ce que ce n'est pas justement quelque chose qu'il faut qu'on mette en place? Tout à fait. Et le côté open science. Absolutely. Open science is important. Offering the different communities, academic, clinical and industrial, we can make this data available now, bringing us to a new scale. JIS can help significantly, plus in France today. Une situation assez unique où on a les programmes d'équipement prioritaire de recherche qui viennent d'être lancés, et notamment 3 que j'ai envie de citer ici. C'est le programme Santé numérique, c'est le programme ProPsy pour la partie psychiatrie de précision, et c'est le programme SAMS pour système alimentaire, microbiome et santé que j'ai aidé à apporter le plus possible. Et ces PEPR ont des financements structurants et des financements pour lancer des appels d'offres, et donc dans ce cadre-là, il y a normalement de quoi vraiment avancer, mais avancer ensemble. Je pense que ce serait un coup de pouce très significatif si le GIS pouvait, ou nos représentants du gouvernement, pouvaient insister le SGPI ou l'ANR à faire en sorte que ces programmes soient en interface le plus possible finalement, parce que c'est vraiment la donnée médicale notamment, c'est la donnée du suivi des patients en neuropsychiatrie, et c'est la donnée microbiome qui peuvent être associées de façon efficace avec ce potentiel de construire des bases de données interconnectées. Ouais. Oui, je pense que ce que tu as dit est très important. Il y a des financements qui ont déjà été obtenus. Il y a la santé numérique, il y a ProPsy pour la santé mentale, et très clairement, il y a des liens avec le GIS. Le GIS a toute sa part dans ces programmes. Et d'ailleurs, ProPsy, Jean-Louis le sait, on le coporte CNRS INSERM avec d'autres partenaires, mais c'est vraiment un travail commun de l'INSERM et du CNRS. Et c'est d'ailleurs le seul PEPR dans le domaine de la santé, PEPR exploratoire qui est passé. Donc, une fois de plus, bravo à la communauté qui a répondu à cet appel d'offres. Et qui a un volet sur l'autisme. Et qui a un volet sur l'autisme, tout à fait. Pas que, mais sur l'autisme.
Jean-Louis, puisqu'on a commencé à dialoguer, on va continuer. Et tant qu'on est sur ces relations avec d'autres domaines, le CNRS est très très fort dans le domaine de l'éducation, hein, si je fais pas erreur. Éducation, on a entendu parler beaucoup d'apprentissage, de différentes façons d'apprendre. Comment est-ce que l'autisme, le GIS, les troubles du neurodéveloppement et ces actions nationales, dont certaines sont pilotées ou copilotées par le CNRS, peuvent travailler ensemble? Effectivement, donc, dans le COP, dans le contrat d'objectifs pluriannuel du CNRS, il y a une ligne particulière autour de lutter contre les inégalités éducatives. Donc le CNRS a initié il y a 2-3 ans, je crois, une vraie réflexion, une vraie structuration de la recherche autour des apprentissages. Ça s'est constitué d'abord autour d'équipes de sciences humaines et sociales. Et nous nous sommes associés, l'INSB et les neurosciences se sont associés à cette initiative. Et on a constitué ce qu'on appelle un RTP, un réseau thématique programmé, qui est une espèce de mini-GIS ou d'embryon de GIS. Ils sont encore très loin du niveau de structuration que vous avez obtenu, mais ils s'en rapprochent. Ils songent effectivement à une évolution dans le même style que celle que vous avez eue. Ça fédère moins d'équipes que vous. Il y a quand même 62 unités de recherche qui sont impliquées. Ça réunit 400 chercheurs et anciens chercheurs qui sont majoritairement, comme c'est une structure CNRS, ça n'implique pour l'instant que des unités qui sont en co-tutelle avec le CNRS. Et on réfléchit actuellement au moyen de changer d'échelle et de pouvoir ouvrir des communautés un petit peu plus larges. C'est extrêmement pluridisciplinaire. Il y a en gros avec 3 gros volets. Un volet sciences humaines et sociales, un volet sciences de la vie, donc plutôt neurosciences et psycho, et un volet informatique et ingénierie, puisqu'on réfléchit beaucoup aux outils numériques qui sont utiles pour l'éducation. Et effectivement, comme disait Joël, Joël évoquait le PEPR PropSci. Il y a dans le domaine de l'éducation un PPR et un PEPR qui ont été lancés l'un autour de... Peut-être est-ce que tu peux préciser la différence entre PPR et PEPR? Alors, ce que j'en ai compris, c'est qu'effectivement, une idée de PIA, de dépendance de PIA, le PIA 2 ou le PIA 4, les différentes vagues du PIA. Il y en a un qui est un programme prioritaire de recherche, et l'autre, c'est les programmes exploratoires prioritaires de recherche. C'est un peu plus amont, on va dire, un peu plus exploratoire que l'autre. Donc, il existe un PPR éducation, dans lequel il y a un volet important autour justement des inégalités éducatives, et un PEPR éducation numérique, qui est piloté en grande partie par l'INRIA, donc par le côté numérique, et qui réfléchit aux outils pour le numérique. Donc effectivement, donc ça, c'est des outils de financement de projets. En termes de structuration, c'est plutôt le RTP éducation, qui est piloté par Grégoire Borst du laboratoire Labsidé ici à Paris et par Nicolas Vibert du CERCA à Poitiers, et qui a un axe justement centré autour des inégalités, qui tient compte effectivement des troubles 10 et des TND. Ce qui est important, c'est qu'il y a tout un débat très intéressant dans ce RTP autour d'une vision un petit peu qui devient plutôt des sciences humaines et sociales, qui est plutôt normative, qui est assez dominante dans le domaine de l'éducation. Et puis l'apport qu'apportent des laboratoires de neurosciences et de psycho. Donc la question s'est posée ce matin de la recherche en psycho, je vous le garantis. Il y a de la vraie recherche de très haut niveau qui se fait en psychologie autour des TND et de l'autisme. Et la plupart des laboratoires que j'ai en tête qui s'intéressent aux mécanismes normaux de développement chez l'humain sont également impliqués dans le GIS et dans vos activités. Et donc, l'apport de ces laboratoires amène effectivement à tendre, plutôt que d'aller vers une approche normative, à une approche plutôt qui ferait penser à ce que le professeur Courchesne évoquait dans son exposé autour de la médecine de précision et aller vers de l'éducation de précision. C'est-à-dire tenir compte effectivement des micros, de la variété phénotypique des élèves pour justement adapter les processus d'éducation à ces différents élèves, plutôt que d'espérer que ces élèves vont s'adapter à un système éducatif qui sera le même pour tout le monde. Donc il y a une vraie réflexion qui est menée au sein de ce RTP pour ça. Alors il se met en place, effectivement, on voit bien qu'il y a des passerelles à établir avec le GIS. Je ne pense pas que ça a été fait pour l'instant, mais effectivement, je pense que ces gens-là seraient très intéressés de pouvoir bénéficier de votre expérience de structuration et aussi vous ouvrir
la porte de certains des outils qu'ils utilisent, comme des grosses plateformes qui sont en train de se mettre en place. Il y a une plateforme qui se met en place au l'APSCO à Clermont-Ferrand pour tester justement les outils pédagogiques. Et il y a tout le réseau des Baby Labs et des laboratoires qui travaillent sur l'enfant à l'école primaire, l'adolescence, etc., qui peuvent effectivement collaborer grandement avec vous. Alors, c'est vrai qu'on voit qu'il y a un tas de disciplines, même d'ailleurs en dehors de l'INSB, hein, c'est-à-dire des sciences de la vie, qui peut participer, qui peut intéresser le GIS. Si on revient maintenant à l'INSB, il y a beaucoup de recherches très fondamentales en fait, hein, qui visent à comprendre des mécanismes basiques du fonctionnement des systèmes biologiques. Quel peut être l'apport en fait de ces gens qui font de la recherche très très fondamentale pour comprendre comment ça marche à une communauté comme celle du GIS? Autrement dit, est-ce que le GIS a intérêt à les attirer, et si oui, pourquoi? Déjà, je pense que certaines de ces équipes sont déjà dans le GIS. Celle en particulier des laboratoires de psycho-expérimental et de neurosciences. Donc effectivement, il y a un aspect qui est très investigué au CNRS. Alors bien sûr, le CNRS s'intéresse essentiellement à la recherche des mécanismes. On a une approche très mécanistique. On essaie de comprendre ce que sont les mécanismes, entre guillemets, normaux. Et effectivement, on peut s'appuyer sur, on va dire... Je dois dire en préalable que j'ai eu un peu de mal dans les discussions qu'on a eues aujourd'hui à bien comprendre les notions qui sont souvent utilisées de typique ou de atypique ou de normal ou de pas normal, simplement parce que pour définir quelque chose de normal ou de pas normal, il faut déjà avoir une métrique. Et quand on met une métrique, on met des individus dans une courbe gaussienne, on a une courbe de Gauss. Et c'est vrai que dans une approche mécanistique, on va chercher à identifier ce que sont les invariants. Et quand on cherche des invariants, c'est plutôt ce qui est proche de la moyenne. Pas trop loin, avec des cas-types pas trop grands. Si on a trop d'écarts types, on se fait recaler quand on publie le papier, parce qu'on dit la puissance de votre effet n'est pas bonne, vous avez trop de variabilité, c'est pas bon, donc on limite tout ça, et on essaie de se concentrer sur le centre de la courbe gaussienne. Il y a de plus en plus d'approches maintenant en sciences fondamentales qui s'intéressent à cette variabilité, et qui essaient de comprendre, d'abord, que c'est peut-être pas que du bruit, qu'il y a peut-être une raison, c'est cette variabilité, elle est peut-être là pour quelque chose, et cette variabilité, elle peut apporter quelque chose dans la compréhension du mécanisme. Donc on est en train progressivement de passer d'une logique dans laquelle on ne s'intéresse qu'au pic de la gaussienne, pour aller chercher un petit peu dans la queue, et éventuellement si c'est bimodal, et essayer de comprendre un peu ça. C'est ce que je fais moi dans ma pratique de recherche. Donc moi je travaille sur les systèmes perceptivo-moteurs, et quand je dis que je travaille avec des patients qui sont vestibulo-lésés, ou qui sont privés de proprioception ou de vision, c'est pas pour comprendre la cécité ou la déficience sensorielle, c'est pour comprendre la normalité. Et à travers justement ce déficit sensoriel, d'avoir une information supplémentaire pour comprendre ce que sont les mécanismes qui sont derrière. Donc j'ai envie d'inverser ta question, Étienne, et de dire qu'effectivement, s'intéresser à ces problématiques qui sont un petit peu hors de la gaussienne, ça peut aider à comprendre ce que sont les mécanismes majoritaires de fonctionnement des systèmes sensoriels, moteurs, cognitifs, etc. Donc effectivement, tout le monde a y gagné dans les deux sens, avoir cette collaboration entre le fondamental, le clinique, etc. Donc si je résume un peu ce que j'ai entendu de la part du représentant de l'INRAE, du représentant du CNRS, c'est pareil pour moi, pour l'INSERM. On pense que pour structurer la communauté, cet effort de GIS est extrêmement important. Hein, et ça permet de préparer les communautés. Maintenant, je vais vous poser une question qui est difficile. Hein. On arrive à la fin du GIS numéro 1. Quelles seraient vos recommandations pour un GIS numéro 2 ? Déjà, est-ce qu'il faut un GIS numéro 2 ? Est-ce qu'on laisse la communauté au milieu du gué ? Qu'est-ce que les tutelles peuvent faire pour aider ? Et puis, deuxièmement, et c'est encore plus important, qu'est-ce que les tutelles peuvent faire pour que l'enfant qui commence à marcher devienne un adulte et soit autonome, en fait, hein. C'est un peu ça, parce que l'idée du GIS, c'est d'aider une communauté. Alors, il y a eu la phase de conception, hein, c'était
Catherine et Marie-Lou qui ont fait le réseau. Ensuite, il y a le GIS qui est né et on veut aller vers un adulte qui soit autosuffisant. Comment est-ce que nous, tutelle, on peut aider? On voit que ça a marché dans d'autres domaines, hein, avec Propsy. Ça a été 10 ans de travail pour préparer la communauté à répondre à ce PEPR. Il y a eu 80 millions à la clé, c'est formidable. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider cette autre communauté sans pour autant aller tenir la main d'un adulte qui peut marcher tout seul? Compliqué, compliqué comme question. J'ai envie de dire que de ce que j'ai vu de plus impressionnant au niveau des choses que le GIS a permis de faire émerger, il y a effectivement cet interfaçage entre des communautés qui interagissaient très très peu en fait. Et donc il faut absolument, à mon sens, prolonger cette démarche. Et je vois aussi, à travers la journée notamment qu'on vient de partager, le fait que la recherche, la science participative prend une tournure vraiment très concrète. Et ça me semble quelque chose de fondamentalement intéressant et important. Et donc, je pense qu'il faut poursuivre et peut-être aider, parce qu'on voit que c'est compliqué, en fait, à travers les présentations qui en sont faites, peut-être aider à faire en sorte qu'on puisse aller encore plus loin dans ce sens-là. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a, à travers ce que le GIS est capable de porter, des choses qui vont du très, très fondamental, en fait, du cognitif, à finalement des choses qui concernent directement la vie quotidienne des aidants et des patients et des sujets qui souffrent de troubles divers. Et donc, cet aspect-là, il est essentiel. Je pense que vraiment, oui. Jean-Louis ? Je vais rajouter une couche. Je pense que ce qui est important, ce qui manque maintenant, c'est d'aller vers un niveau très opérationnel. Donc on a parlé de cohorte. Je pense qu'une mission que peut se donner le GIS dans un prochain mandat, c'est constituer cette fameuse cohorte qui est nécessaire, parce que le mot-clé, c'est data. On a compris à travers l'exposé, en particulier celui d'Éric, qu'il y a une variabilité génotypique et phénotypique qui est énorme. Il y a des dizaines, voire des centaines de gènes qui sont impliqués dans ces troubles. On a une variabilité énorme des situations, donc, puisqu'on parle de spectre. Donc on est dans un système multidimensionnel. On a besoin, pour comprendre effectivement ces mécanismes, on a besoin de data. La data, on va l'avoir comment? On va l'avoir, effectivement, il faut des cohortes. Il faut des cohortes qui soient le plus diversifiées possible pour remplir tout l'espace des cas possibles. Il faut se donner les moyens. Une cohorte, ce n'est pas une fin en soi, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Qu'est-ce qu'on en fait? Quel type de mesures, quelles données on extrait de ça? Donc bien sûr, il y a des données génétiques. Ça, il faut qu'il y ait des données génétiques là-dessus, on a bien compris. Il faut des données sensorimotrices, il faut des tests. On a parlé avec Karen, lors de l'exposé que Karen a fait à l'Académie de médecine l'autre jour, de tests oculométriques. C'est des tests importants. Il y a sans doute d'autres tests qui peuvent être utilisés. Il se trouve que moi, je travaille actuellement dans un domaine qui est en liaison avec l'industrie automobile autour de systèmes pour évaluer et prédire l'état d'attention, de vigilance d'un conducteur automobile. Et nos travaux montrent en fait qu'on ne peut pas avoir un indicateur qui nous dit si un conducteur, une personne est attentive ou pas. Il en faut plusieurs, qui sont très diversifiés. On a de l'oculométrie, on a de la reconnaissance faciale, on a du cardio, on a de la posturo, on a du comportement sur le volant, etc. Et on utilise des techniques de machine learning pour ça. Donc c'est ce qu'Éric utilise. Ça n'a pas été évoqué au cours de la journée. C'est extrêmement important, lorsqu'on veut comprendre les données, comment elles s'organisent, d'aller vers du machine learning. Et pour ça, effectivement, il faut des données extrêmement hétérogènes. Donc nous, ce qu'on montre en termes d'évaluation de l'attention, c'est que la qualité du test, la sélectivité et la sensibilité des tests sont multipliées par des facteurs 10 à 50 lorsqu'on a des données extrêmement hétérogènes. C'est-à-dire que plus vous avez d'informations différentes sur un état donné, et plus vous aurez de précision dans les classifications que vous allez faire. Et pour ça, effectivement, il vous faut beaucoup de données, venant de sujets très variés, de participants très variés, mais surtout des données très hétérogènes. Des questionnaires, des données génétiques, des données physiologiques, des données comportementales, etc. Donc ça, c'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge qui pourrait être l'objectif que pourrait se donner le futur GIS, au niveau national ou au niveau international,
de construire une infrastructure qui permette de faire ça. Le CNRS peut aider pour ça. L'INSERM peut aider pour les cohortes. Vous avez une expérience énorme pour la gestion des cohortes. Nous, on peut aider à travers notre pluridisciplinarité. On peut apporter des équipes de mathématiques et d'équipes d'informatique. On dispose actuellement, parmi les objectifs du COP, du CNRS aussi, il y a tout ce qui est l'IA pour les sciences. On a développé, je fais partie du comité de pilotage, un centre qui s'appelle EC, Artificial Intelligence for Science and Science for Artificial Intelligence, où qui est doté de 1 million d'euros pour cette année, pour l'année 2022, où il s'agit d'apporter une aide logistique et matérielle aux équipes qui souhaitent se lancer dans l'utilisation du machine learning. C'est-à-dire qu'on peut mettre à disposition des ingénieurs projets qui vont permettre de lancer le projet. On peut donner du temps de calcul sur le centre, sur Janzé, qui est une grosse infrastructure de calcul du CNRS, une des plus grosses au niveau mondial. Donc on peut se donner les moyens de vous aider à aller au-delà et à traiter vos données à travers le fait qu'on peut apporter des équipes qui sont hors sciences de la vie et hors SHS, donc un complément d'équipes qui peuvent vous aider, et avec de l'infrastructure qui peut le faire. Donc voilà, peut-être qu'effectivement, un des enjeux que vous pourriez vous donner, c'est d'aller vers ce genre d'approche qui pourrait permettre à la fois d'avoir des outils prognostiques et diagnostiques qui soient peut-être plus fins que ce que vous avez actuellement, et d'aller enfin vers une approche mécanistique de ces mécanismes-là. Et puis peut-être aussi intégrer le monde du privé. Le monde du privé, je vois deux pistes possibles. On avait tout à l'heure le président de France Biotech qui était ici. C'est vrai qu'il y a un tas de petites entreprises en France qui sont pleins d'idées, qui, à mon avis, seraient prêtes à travailler avec le GIS. On a parlé d'oculométrie. Il y a plein d'entreprises dans ce domaine-là. Il y a un tas d'entreprises qui développent des questionnaires. Il y a des entreprises qui développent ce qu'on appelle des serious games aussi. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Franck Mouton est quelqu'un de formidable, de dynamique. Et je pense qu'avec France Biotech, vous avez aussi une piste de collaboration pour poursuivre. Et quitte à aller même sur du gros, on a parlé de traitement de données, on a des entreprises en France comme Dassault Systèmes qui sont parmi les leaders mondiaux du traitement de données, entre autres en biologie. Ils ont racheté un tas d'entreprises dans le monde entier et ils deviennent vraiment des gros dans le domaine. Je pense que vous avez plein de pistes là aussi pour aller vers un GIS numéro 2. Alors, on m'a demandé d'essayer de rattraper le retard. Il se trouve que Philippe Vernier n'est pas là. Donc on a déjà gagné du temps, mais on a du temps pour des questions qui pourraient venir de la salle pour les tutelles. Alors, on a une question. Oui. Vous avez parlé de la courbe de Gauss. Alors justement, parce qu'en France, on a trop tendance à considérer, ne trouvez-vous pas, que tout ce qui est hors norme est anormal. Parce qu'on parle ici de la dyslexie. La dyslexie, ça ressemble beaucoup. Quand vous voyez le chinois, comment s'écrit le chinois, c'est des esprits très logiques parce qu'ils dessinent en fait et c'est très proche de la réalité. Alors que quand vous voyez un A et un B, ou le LA pour faire là, ça n'a aucun sens pour les esprits qui sont logiques. Parce que vous avez différentes... Enfin, moi, je travaille sur les très hauts potentiels intellectuels, donc sur l'autisme Asperger de haut niveau. Et à partir de là, j'ai compris l'autisme qui est avec des difficultés plus marquées. Et quand on laisse faire les gens qui sont très intelligents avec des troubles, ils s'adaptent très bien parce que justement, vous parliez d'adaptation. La faculté d'adaptation, c'est l'intelligence, il me semble, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Ce que je voulais dire avec ça, c'est que c'était réellement cette idée de typique ou atypique qui me faisait penser à la courbe de Gauss, comme s'il y avait effectivement
une métrique qui permet de dire si on est normal ou pas normal. Quand je dis normal, je le dis au sens statistique du terme. On est dans la courbe normale ou pas. Mais on en discutait l'autre jour avec Bernard Poulain justement de ça. Et Bernard me disait, mais finalement, un grand virtuose du piano, c'est quelqu'un qui est complètement atypique. Il fait des trucs différents de moi. Donc il n'est pas dans la moyenne de la population, si moi je suis dans la moyenne. Okay. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? Bon, sans doute mieux. Hein. Donc c'est des talents qui peuvent être considérés comme atypiques. Donc dans la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire atypique? Ça veut juste dire qu'on n'est pas dans la partie grasse de la moyenne de la population. Pareil pour le quotient intellectuel. Le quotient intellectuel, c'est quelque chose de complètement artificiel, hein, puisque c'est défini justement par rapport à une courbe de Gauss, qui dit que la majorité de la population doit être sur le pic, à 500. Hein. Voilà. Donc effectivement, c'est ce que je voulais dire. Je veux dire qu'on est face à des problématiques qui sont très difficiles à définir, qui sont très floues, qui ne sont pas dans des continuums du métrique complètement linéaires. Et donc, ça complexifie la problématique de classification. C'est bien là qu'est le problème. Alors, je sais bien que certains arrivent à classer. On a vu que quelquefois, c'est un peu compliqué. Car elle nous a montré avec ces tests que quelquefois, les tests n'ont pas une sélectivité suffisante pour qu'on puisse classifier de façon... Alors, on fait un choix. Hein. On décide où on met le bêta pour décider qu'est-ce qui est faux positif et qu'est-ce qui est faux négatif. Mais c'est complètement arbitraire, ce genre de choses. Et ça, c'est important pour nous si on veut comprendre les mécanismes qui sont derrière. En gros, est-ce que quelqu'un qui sort de la moyenne, c'est quelqu'un qui est anormal ou pas? Je vais vous poser une question plus pragmatique. Il faudra qu'on rediscute de ces histoires de courbe de Gauss, parce que quand même, c'est une remise en question de tous les critères diagnostiques de tous les troubles 10. Donc c'est quand même un peu compliqué, hein, puisqu'on se base justement sur les extrémités. Mais alors, dans le GIS, il y a quand même des priorités qui ont été définies avec, justement, de façon un petit peu participative, qui n'étaient pas forcément dans les cohortes. Et donc, moi, je vous attendais plutôt sur une des priorités qui a été définie dans le GIS, dans les axes qu'on voulait développer, qui sont les technologies numériques. Et en particulier les technologies numériques pour aider les enfants à apprendre à l'école. Donc vous nous avez dit que là-dessus, vous pourriez peut-être... vous étiez en train de développer des programmes au niveau du CNRS dans lesquels on n'entre pas complètement. Moi, je suis chercheuse à l'INSERM. Voilà, donc ce serait plutôt... une des façons de nous aider, ce serait qu'on puisse... Pas tout à fait. C'est un PEPR, donc c'est ouvert au l'INSERM. Hein. C'est complètement ouvert au... Il n'y a pas d'appel d'offres encore, en fait. C'est piloté. Il n'y a pas encore eu d'appel d'offres. Ouais, c'est ça. C'est en construction. C'est copiloté par le CNRS et par l'INRIA, donc le côté informatique. Mais c'est ouvert à toute la communauté. Ok, parfait. Donc nous, on aurait plutôt besoin que vous nous aidiez sur ces aspects-là au niveau du GIS, parce que ça, c'est un axe majeur. Et c'est un axe sur lequel on a du mal à identifier des gens, des labos, etc., et qui nous manque sur comment on fait pour développer des outils technologiques numériques pour aider les enfants à apprendre à l'école, qui soient standards ou qui soient en situation de handicap avec des besoins spécifiques. Ça, c'est des choses sur lesquelles on pourrait peut-être collaborer plus finement, parce qu'on a, nous, une excellente connaissance de ce que peuvent être les besoins des enfants atypiques en termes d'accessibilité, en termes de compensation, qui font que si on développe des choses pour le numérique dans l'éducation sans eux, on les exclut, en fait, parce qu'ils ne peuvent pas utiliser les outils qu'on va proposer pour les autres. Voilà. Alors dans ce cas-là, effectivement, le bon instrument dont il faut vous rapprocher, c'est le RTP Éducation. Dans ce RTP, qui est un think tank actuellement, qui réfléchit à la structuration, ils ont des axes de recherche. Il y a un axe, je l'ai dit, autour des inégalités éducatives. Inégalités, on met là-dedans effectivement les troubles 10, mais on met aussi les inégalités sociales. Hein, et on peut même croiser les deux. Hein. On peut croiser inégalités sociales et troubles 10. Il y a un autre axe de travail autour justement des outils numériques. Et on est en train de les inciter justement à se rapprocher, à faire en sorte que quand ils auront avancé dans leur réflexion, de rapprocher l'axe qui réfléchit sur les outils numériques et qui est basé essentiellement sur des équipes d'informaticiens, hein. Ce sont des laboratoires d'informatique qui réfléchissent là-dessus, les rapprocher des équipes plutôt sciences humaines qui réfléchissent sur des inégalités sociales ou 10. Donc effectivement, l'opportunité, c'est peut-être que le GIS se rapproche de ce RTP et voir comment vous pouvez travailler ensemble et mélanger un peu vos intérêts et vos compétences. Ben, merci.
Merci à mes deux collègues d'avoir participé à cette table ronde. Et puis, une fois de plus, en notre nom à tous, bravo à toutes et à tous pour avoir mis en place ce GIS qui n'est encore qu'un jeune enfant et qui doit être aidé.